Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous vous souhaitons la bienvenue dans Niqué, podcast proposé par la Maison du Sport au Féminin de Toulouse, dont le but est de promouvoir, favoriser et d'encourager la pratique du sport féminin en Occitanie. Nous puisons notre inspiration à la fois dans Niqué, la déesse grecque de la victoire, et dans l'espérance de voir triompher le sport féminin. Retrouvez-nous une fois par mois autour de discussions passionnantes et inspirantes pour relever les défis de l'égalité des sexes dans le monde du sport. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui à la Maison du Sport au Féminin Madelon Cato, nageuse spécialisée en nage libre, ainsi que Cindy Laplace, préparatrice mentale. Bonjour à toutes les deux et merci à vous d'être venues. Madelon, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter brièvement et nous parler de ton parcours en natation et comment est-ce que tu as pris la décision d'en faire en compétition? Bonjour à tous, donc Madelon Cato, je suis nageuse et membre des équipes de France de natation depuis 2016. J'ai commencé la natation à l'âge de 5 ans et j'ai évolué ensuite dans les groupes en prenant goût un peu au sport de haut niveau et j'ai fait mes premières compétitions, je pense, quand je suis rentrée au collège, vers là, cette période-là. Ensuite, je me suis spécialisée dans l'eau-libre parce que j'étais déjà plutôt forte dans le demi-fond en bassin. Donc, c'était les plus longues distances, tout simplement. Et l'eau-libre, c'est vraiment le marathon de la natation pour le coup. Donc, on nage en milieu naturel. Les distances vont de 5 à 25 km. Et l'épreuve olympique, qui est aussi ma spécialité, c'est le 10 km. Parfait. Et Cindy, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir préparatrice mentale et comment es-tu arrivée à ce stade de ta carrière et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter dans ton métier? Bonjour à toutes et à tous déjà, merci beaucoup. Alors, comment j'ai eu envie de devenir préparatrice mentale? J'étais entraîneur de gymnastique jeune. À 13 ans et à 15 ans, les fédérations proposent de passer initiateur, monitorat fédéral. Et je me suis rendu compte que on passait beaucoup de temps sur la technique et le physique et finalement, il y avait strictement rien sur le psychologique. Donc logiquement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser, qu'il y avait des vrais manques. C'était inadmissible de passer 15 heures, 20 heures ou 30 heures par semaine dans une pratique sportive et de passer à côté de sa compétition parce qu'il y avait une émotion qui nous débordait ou une peur ou un fait personnel qui venait impacter notre performance. Donc logiquement, je suis rentrée en STAPS à Toulouse, il y a de ça plusieurs années. J'ai fait une licence entraînement sportif et durant la licence, j'avais deux choix. Soit partir en préparation physique, mais j'estimais qu'il y avait assez de préparateurs physiques et aujourd'hui en France on est assez avancé sur la préparation physique, mais le mental revenait à grands pas et je me suis dit c'est l'occasion, donc j'ai été me spécialiser en master 1 et en master 2 à l'université de Montpellier. C'était le seul en France à l'époque. Aujourd'hui je crois qu'il y en a un deuxième, mais il y en a trop peu par rapport à la préparation physique. L'anecdote, il y en a tellement. Celle qui me vient en tête, c'est une discipline de couple, vous chercherez. Et une discipline assez artistique. Et j'avais travaillé individuellement et sur le couple, c'est-à-dire que je les avais en individuel, les sportifs, et le couple, le duo qu'ils formaient. On avait travaillé sur la gestion du stress, des bases, des fondamentaux. Et ils partaient pour les championnats du monde. Et je reçois un texto à la fin, comme il est coutume, qui me donne des nouvelles. Et un texto très très long, donc je prends le temps de le lire. Et c'était si nous avions imaginé dans le scénario catastrophe que l'avion serait en retard, qu'il nous perdrait nos bagages. Donc vous imaginez dans une discipline sportive où la tenue est importante. Et donc ils sont arrivés en retard à la compétition sportive. Et comme leur objectif était quand même de participer, ils ont soulevé des montagnes pour faire les sessions de rattrapage. Ils ont fait les sessions de rattrapage, ils ont pris des tenues, se sont accoutumés, on va dire, comme ils le pouvaient. Et ils ont fini champions du monde. Mais c'était surtout le fait que notamment une des personnes, si on n'avait jamais travaillé cet aspect-là, je sais qu'ils seraient à peine montés dans l'avion et ils auraient gardé des regrets. Ils sont champions du monde, c'est parce qu'ils ont bien travaillé et je suis super contente pour eux, mais c'était le résultat aussi d'un travail d'anticipation et de préparation mentale qui était assez intéressant à faire. Et comment est-ce que vous êtes rencontrés? T'as un souvenir, Madelon? Franchement, aucune idée. Je me rappelle plus. Je pense que j'ai commencé la prépa mentale à 14 ans. Alors, j'ai une petite idée. Je pense qu'à ces âges-là, en général, autour de 14 ans, c'est les parents qui se renseignent. Oui, sûrement. Qui posent des questions. Bien souvent, ils vont aller... Oui. Ouais, si je peux rajouter, je sentais quand même qu'il y avait un blocage au niveau de mon sport et je pense que c'est plutôt moi qui ai fait appel à mes parents directement et ensuite forcément je fais confiance à mes parents, on a essayé de trouver quelqu'un rapidement et c'est vrai que Cindy sur ce moment-là elle était sur Toulouse et donc tout de suite j'ai fait connaissance avec Cindy, ça a tout de suite matché et voilà, on y est quasi
Ouais, 10 8 ans, 8 ans plus tard. Quasi, Voilà. quasi. C'est vrai que les adolescents, bien souvent, c'est les parents. Alors, c'est le jeune qui va émettre l'envie et le besoin de travailler, comme tous les sportifs. Des fois, c'est l'entraîneur. Je pense que c'est important justement que ça vienne du sportif. Ah oui, mais on peut en discuter parce que pour la préparation physique, on laisse plus le choix pour préserver l'intégrité physique. Donc, ça me questionne encore. Je suis en train d'évoluer dans la pratique, mais sans imposer trop malhabilement, bien évidemment. Mais donc, c'est les jeunes qui demandent. Ça m'est arrivé que les jeunes me contactent directement. Auquel cas, je dis attendez, on va peut-être passer par les parents. Et après, sur Toulouse, j'étais la seule avec ces diplômes, donc c'était peut-être plus aisé pour les parents de Madelon de venir me consulter. Et est-ce qu'il y a une différence entre coacher des jeunes adolescents et des adultes? Alors, c'est mieux de les coacher dès le plus jeune âge. Oui. Comme en natation, on t'apprend les bases de nager. Hein. On devrait t'apprendre les bases de te fixer des objectifs, de te parler bien dans ta tête, d'apprendre à gérer tes émotions ou préparer ton sac la veille de la compète. Oui, totalement. Et je pense que c'est vraiment un travail de longue haleine, la préparation mentale. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, pas du tout. J'en apprends encore tous les jours. Mais oui, je pense que... Teddy Riner, ça a été un des précurseurs à parler de la préparation mentale et de la psychologie chez le sportif. Et je crois que pareil, il a commencé à 14 ans. Et à cette époque-là, lui, même plus jeune 11 apparemment. de mémoire. 11 ans, ouais, voilà. Donc je pense que le plus jeune on s'est pris en charge, le mieux c'est. Bien sûr. Ça pose des bases pour le futur, en fait. Ça les sécurise. On va peut-être parler de santé mentale, mais si déjà un jeune à 6, 7 ans, 8 ans a des bases pour préserver sa confiance en lui, c'est juste indispensable pour mieux prendre plaisir et performer dans sa pratique. Même au-delà du sport, même quand on arrive dans l'adolescence, même tous les jeunes de 20 ans, on est tous perdus. Et c'est vrai que d'avoir des bases comme ça, je parle même des gens en général, pas du tout dans le sport, c'est vraiment un plus. Et comment est-ce que tu arrives à concilier tes entraînements, tes études, ta micro-entreprise? Est-ce que parfois tu ressens un décalage par rapport aux autres jeunes de ton âge dans les activités sociales? Et comment une préparatrice mentale peut t'aider? Alors, un décalage, oui, forcément, personne ne fait 7 heures de sport par jour dans le plus commun des mortels. Mais oui, je pense que le maître mot, c'est l'organisation, savoir attribuer un temps pour tout. Je pense que j'ai trop souvent négligé des temps pour moi. Et ça a été tellement source d'équilibre pour moi et je m'en suis rendu compte justement aussi un peu grâce à la préparation mentale. C'est que en fait, j'ai toujours été habituée à avoir un cercle d'amis en dehors de la natation. Et parfois, quand j'ai dû faire des choix pour rejoindre des centres d'entraînement, etc., j'ai dû changer un peu cet environnement-là. Et c'est vrai que ça m'a manqué. Et donc, je pense qu'il faut trouver son équilibre partout où on va, tout simplement, même si on change d'environnement. Et c'est vrai que j'ai pu m'en rendre compte et faire ce recul-là sur ma vie en général. Et oui, en fait, je reviens sur le mot équilibre, mais c'est vraiment ça. C'est s'entourer des bonnes personnes et avoir aussi des temps pour soi en dehors de sa pratique sportive. C'est vraiment libérateur. Moi, je pense que si je fais autant d'activités, c'est aussi un moyen pour moi de décompresser en dehors du sport et de me sentir exister autrement. Et Cindy, est-ce que c'est une problématique fréquente chez les jeunes athlètes et chez les femmes en général? Et comment est-ce que vous les conseillez? Alors, je rebondis justement sur cette notion d'équilibre. C'est vrai que nous, en tant que préparateurs mentaux, on les pousse à avoir un écosystème en dehors du sport. Peu importe les disciplines, la natation est très exigeante en termes de temps, mais il y en a d'autres. Et en fait, à un moment donné, il va y avoir des transitions dans les carrières. On fait rarement du sport de haut niveau jusqu'à 50 ans, 70 ans. Donc, toutes les périodes de transition, que ce soit des blessures, des périodes scolaires, des périodes personnelles, c'est bien qu'on existe autrement que dans le sport. Donc, c'est vrai que moi, je les pousse même des fois à avoir une autre discipline passion. Alors oui, leur sport, c'est leur passion, mais une discipline où il y a moins d'enjeux à côté. Donc les rugbymen, je fais cliché, mais beaucoup vont faire du golf, certains s'intéressent à l'art, d'autres écrivent, d'autres font du théâtre. Alors après, il y a des disciplines, quand tu t'entraînes 30 heures par semaine, c'est plus compliqué d'avoir quelque chose à côté que quand tu t'entraînes 12 heures. Mais c'est vrai que c'est notre rôle en tant que préparateurs mentaux de s'assurer qu'il y a cet équilibre pour qu'il n'y ait pas de regrets plus tard et surtout qu'ils préservent leur santé mentale. Alors, les conseils, en fait, c'est la préparation mentale, ça serait bien dans l'idéal qu'il y ait au moins une session par semaine. Après, c'est du temps, du budget, des intérêts. Mais toutes les semaines, ça permet de réguler tout ça, en fait. Ça permet de se dire, attends, en ce moment, t'es en période de partiel. Où est ton objectif? Est-ce que c'est d'avoir 18? Est-ce que c'est d'avoir 12? Est-ce que c'est d'aller au rattrapage parce que tu n'auras plus de compétition? Et c'est permettre à la sportive et au sportif de faire son choix avec lequel il sera totalement OK. Donc le conseil, écoutez-vous, on renforce leur confiance en eux, ça c'est sûr.
Et surtout, projetez-vous peut-être dans un avenir court, moyen et long terme pour vous dire, dans 10 ans, est-ce que je regretterai potentiellement ce choix-là ? Bien évidemment, il faut préparer aussi l'après-carrière. Enfin, c'est tellement un choc émotionnel d'arrêter sa carrière sportive. On n'a connu que ça, quasiment. Enfin, c'était la plupart de notre temps consacré à notre pratique sportive. Et donc forcément, moi, je pense que le choix de continuer mes études, c'était totalement pour préparer mon après-carrière. Surtout que des carrières dans la natation, ça reste quand même assez court. C'est un sport qui est quand même très usant pour le corps. Je pense qu'on en reparlera après d'un peu ce qui s'est passé pour moi. Mais oui, donc forcément, il fallait que je prépare mon après-carrière. Et comme je le dis, c'était un moyen aussi de me sentir exister autrement qu'en tant que Madelon la nageuse. Pour rebondir, les sportives et les sportifs sont des personnes qui fonctionnent à la perf, au défi, peu importe quel qu'il soit. Donc en fait, quand ils vont arrêter le défi dans leur pratique sportive, ils vont le mettre dans leur attrait personnel, professionnel, familiaux. C'est des personnes, ils tiennent rarement en place et ils ont envie de faire plein de choses. Donc en fait, ils vont basculer sur autre chose et l'idée, c'est d'alimenter leurs ressources mentales afin qu'ils puissent répondre à leur envie personnelle et toutes ces ambitions qu'ils ont en fait. Mais que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le sport, je pense qu'on a tous été confrontés à la vie d'abandonner. Et comment est-ce qu'on arrive à réagir à ça et quels conseils ? L'abandon fait partie, c'est une possibilité et ça fait partie, ça nous rend humains en fait. Des fois, le dimanche soir, combien de personnes sont capables de vous dire que le lendemain, ils n'ont pas envie de retourner au travail, pourtant ils adorent leur travail en fait. Alors après, c'est où on le place l'abandon ? Est-ce que c'est parce qu'on en a ras-le-bol, parce qu'il n'y a plus de sens, parce qu'on a mal, parce qu'on n'a pas de temps ? C'est plus qu'est-ce qu'il y a derrière ce ras-le-bol, en fait, qui se questionne. Et on a le droit d'en avoir marre et de repartir le lendemain, ou de pas de repartir, en fait, aussi. Après, c'est à nous aussi, en tant que préparateurs mentaux, de bien connaître les sportifs. C'est pour ça que l'accompagnement dans la durée est important. Pour le dire, écoute... là, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que ça arrive. Questionne-toi. Ou tiens, c'est une première fois. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Et là, on se rend compte que cette personne-là, admettons, elle a investi une relation amoureuse, mais elle n'a pas pris le temps pour cette relation amoureuse. Donc, c'était une problématique. Et c'était l'arbre qui cache un peu la forêt, en fait. Ce manque de motivation cachait d'autres choses. Donc, nous, c'est questionner cet abandon. Et puis, c'est bien aujourd'hui qu'on mette en lumière qu'on a le droit de manquer d'envie. Et loin d'être un signe de défaillance, c'est plutôt signe d'être humain. Bien évidemment, et je pense que ça devrait être un peu plus écouté dans le sport. Il y a encore beaucoup de choses à changer dans le milieu du sport, et même si tout n'est pas négatif, loin de là, on a une vie normale, en fait. On a une vie où, forcément, on se pose des questions tous les jours. Forcément, on ne sait pas si on va y retourner le lendemain, et on y retourne quand même, parce que, voilà, c'est comme je rebondis sur la notion de défi que disait Cindy, on a des défis en tête, on a des objectifs en tête, et on va tout faire pour pouvoir parvenir à nos fins. Et donc, forcément... oui, abandonner. En fait, je sais pas si on irait tous jusqu'au bout parfois d'abandonner. C'est peut-être une idée qui nous vient, mais comme le plus commun des mortels, vraiment, c'est un petit signal d'alerte des fois. Nous, ça va nous questionner en fait. Oui, c'est ça. Mais comme une blessure, comme une douleur, c'est un signal d'alerte. Oui, totalement. Madelon, en quoi la préparation mentale est-elle cruciale pour exceller en natation ? Teddy Riner insiste sur le fait que sans cet aspect mental, il n'y serait pas arrivé. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation et pour toi, en quoi c'est important ? Alors oui, forcément, la préparation mentale, elle est, pour moi, je pense actuellement indispensable pour réussir dans mon sport, mais je pense que certains sportifs y arrivent sans. Et parce qu'ils sont un peu alignés avec eux-mêmes, en fait. Et moi, je pense que j'en avais besoin pour me poser les bonnes questions, pour juste affirmer mes choix et tout simplement augmenter la confiance en soi, parce que c'est quand même quelque chose de super crucial. C'est un peu le début de tout, je pense, même au-delà de la vie sportive. Et donc oui, sans un mental, aucun sportif ne performe, tout simplement. Pour rebondir, oui, bien sûr, on voit des résultats, des médailles de sportives et de sportifs qui n'ont aucun suivi en préparation mentale. Mais l'idée de la préparation mentale, c'est de s'assurer de la santé aussi mentale des athlètes. Et aujourd'hui, on leur fait faire de la technique, on leur fait faire de la préparation physique. Et la préparation mentale, au-delà d'optimiser, parce qu'en fait, bien sûr que la plupart des sportifs ont une bonne concentration, ont une forte motivation, ont quelques habiletés de confiance, de gestion des émotions. Enfin, comme vous et moi, on a tous des qualités de base, en fait. Et le préparateur mental, il va soit les renforcer, soit les optimiser, en fait. Donc oui, on peut réussir sans, mais comme il y a beaucoup de sportifs qui font aucune préparation physique individualisée, qui n'ont pas de suivi en diététique, c'est juste que je trouve que c'est dommage parce que on met pas tous les leviers en marche pour être sûr de performer, mais en bonne santé en fait. C'est juste ça. En fait, c'est juste ça aussi, je pense, qu'il y a trop de, pas d'aspect négatif, mais... Il y a trop d'enjeux.
Oui, il y a trop d'enjeux en fait, tout simplement, et on a une pression telle à subir tous les jours et à devoir confronter tous les jours. Et je perds mes mots. Non, mais tu as raison. Désolée. En fait, il y a tellement d'enjeux. Je rebondis, mais en fait, les enjeux pour les sportifs sont complexes. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire dans l'initiative du podcast, c'est que sportives, parce que c'est la thématique, mais elles doivent être étudiantes, jeunes femmes ou femmes, suivant les âges que l'on a. Elles doivent être sportives et puis performantes, ambassadrices, parce qu'on est dans une ère où ça évolue, mais elles doivent montrer que c'est possible de faire du sport à haut niveau tout en ayant une vie personnelle, familiale, etc. Et c'est complexe. Moi, aujourd'hui, je coach des chefs d'entreprise qui sont brillantissimes, mais je les coach quand même. Parce que c'est bien d'avoir un cadre où on peut tout poser, sans jugement, et où on peut réguler et optimiser. Donc, les sportifs, il y a 10 ans en arrière, passaient la porte de mon cabinet parce qu'ils avaient une problématique. Aujourd'hui, la plupart poussent la porte parce qu'ils vont très bien, ils veulent juste être meilleurs et plus profiter de leur pratique. Oui, tout simplement. Et puis en plus, on est dans un cadre où ça reste quasiment du médical, en fait, et on se sent un peu plus à l'aise pour pouvoir parler. C'est pas le genre de sujet qu'on va aborder avec des membres de sa famille ou qu'on sera plus... Enfin, pas du tout. Alors que là, c'est vraiment un sujet qu'on va traiter en préparation mentale et on va justement pouvoir améliorer sur certains points et c'est là que c'est crucial, je pense. On parle beaucoup, ce qui est important, c'est la confidentialité. Le préparateur mental, il y a la notion de confidentialité avec l'athlète. Alors là, aujourd'hui, on est pour mettre en avant et lever les tabous sur le suivi psychologique, sur la féminité dans le sport, etc. Mais comment vous allez dire à votre entraîneur ou à votre prépa physique que vous n'avez pas envie d'aller vous entraîner alors qu'il y a match le week-end ? Vous vous doutez que potentiellement, vous risquez d'être sur le banc ou plus, même pas du tout sur la liste. Que si c'est le préparateur mental qui a l'info, déjà le préparateur mental, il va questionner cette info, travailler avec le sportif. Et là, récemment, j'avais un footballeur qui a fait une commotion. On s'est assuré que sa commotion soit bien prise en charge. Parce qu'en fait, ça a mis 15 jours à ce qu'on comprenne qu'il avait une commotion. Et c'était moi, mon rôle, de lui renvoyer que c'était sa santé à court terme, mais aussi à long terme. Et au départ, il pouvait dire ça qu'à moi, pas à son staff, parce qu'il y avait le risque que potentiellement, en pleine période de mercato... Ah mais bien sûr, et puis j'ai l'impression quand même que dans le sport, on se sent pas forcément écouté. Surtout dans le milieu de l'entraînement, et forcément, on cherche l'ultra-performance. En fait, il faut même plus qu'on s'écoute nous-mêmes au bout d'un moment. Et forcément, ça a ses limites, et on en parlera aussi justement, mais là, j'en arrive, j'ai 3 fractures de fatigue. Ça prouve aussi que j'ai poussé mon corps à bout et que je me suis pas du tout écoutée. Mais j'étais dans un milieu, un environnement où en fait, rien n'était fait pour que je puisse m'écouter. Donc, C'est le cas de la plupart, c'est le système du sport qui veut ça. Là, en écoutant Madelon, ça me fait penser à une jeune adolescente dans une discipline du cyclisme. Toutes les semaines, elle était pesée au milieu de tout le monde. L'entraîneur parlait à voix haute et l'entraîneur allait même jusqu'à regarder sur son portable à qui elle écrivait et quoi. Donc nous, on a mis en place des stratégies qu'elle mette un écran, vous savez, pour que si on est un peu sur le côté, ça soit flou. Mais je lui dis, moi, ton entraîneur, je veux l'appeler. Gila, il est en train de mettre en place une pratique d'emprise et d'hypercontrôle qui est mauvais pour ton âge. Parce que j'entends le poids comme vecteur de santé, bien évidemment. Vous et moi, si on perd ou on prend du poids, c'est qu'il y a peut-être un souci de santé. Mais on n'est pas obligé de les peser devant tout le monde, on n'est pas obligé d'en rigoler, et encore moins de regarder à qui est le contenu de leur texto. Et ça, c'est tout le système. C'est le cyclisme, l'athlétisme, le basket, c'est tout le système du sport, en fait. Ah oui, oui. Non, mais dans tous les sports, on va retrouver les mêmes problématiques. Et en fait, c'est de l'ultra-contrôle. Et j'ai l'impression, peut-être encore plus sur les femmes, parce que physiquement, c'est des faits. Hein. On a tendance à prendre peut-être un peu plus de poids. Forcément, on a des apports qui sont moindres que les hommes, donc on doit manger moins, des fois. Et c'est vrai que des fois, c'est trop dans l'hyper-contrôle et trop dans le jugement. Et en fait, il y a forcément des choses qui se trament derrière et forcément des répercussions qu'il va avoir derrière. On l'entend souvent dans le grand public. Hein. Elle est belle et intelligente. Par contre, un homme, on va rarement dire il est beau et intelligent. Il est forcément intelligent, il est forcément beau. Nous, on est souvent sexualisés et ramenés à notre tenue. Je me souviens une fois, dans un club d'entreprise, je parle rapidement avec toute humilité de mon parcours. On me dit « Ah, mais en plus de ça, elle est humble et elle est jolie. » Je dis « Mais en plus de ça, quoi ? Je parle juste de mon parcours. Par contre, les 3 messieurs qui sont passés avant, qui ont déballé, parce que c'était du déballage de leur CV, personne n'a relevé comment ils avaient abordé le sujet. » En fait, c'est ça, et c'est aussi un peu la société française, je pense, par rapport aux autres pays. C'est que dès qu'on se met en avant, on est mal vu. Alors que ça devrait être justement encouragé. Et on devrait être poussé dans ce sens-là. C'est quelque chose qui nous ouvre des portes, tout simplement, dans la vie. Et
honnêtement, on dépose un CV, si on est en compétition avec d'autres personnes, on peut se mettre qu'en avant. Donc, même au-delà du sport, en fait, voilà. Et moi, si je peux rebondir sur ce qu'a dit Cindy, je revois l'exemple d'une sportive que j'avais vue sur Instagram, qui avait fait une super performance, une médaille. Je regarde le premier commentaire, c'était « Ah ben, en plus, elle est jolie ». Enfin non, à un moment, je pense que on peut exister autrement que par sa beauté et justement, féliciter plus ses performances que « Ah ben, en plus, elle est jolie ». En plus, c'est très subjectif, la beauté. Puis on a tous sauf envie d'être résumé à ça. Bien évidemment. Et justement, vous en parlez, nous savons que le regard de la société sur les femmes, y compris sur les sportives, a un impact. Mélissa Plaza, ancienne joueuse de foot, est déjà revenue sur le fait que certaines sportives se maquillaient pour avoir plus de chances de se faire sponsoriser, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les athlètes et comment est-ce que, Cindy, vous aidez ces femmes à mieux se sentir dans leur peau et faire abstraction de tout ça? Alors, il est vrai que depuis 12 ans, parce que 10 ans que je suis diplômée, mais on avait des stages avant. Il y a des sujets qui sont abordés avec les pratiquantes sportives qu'on aborde assez peu avec les pratiquants. Il m'est eu arrivé d'entendre « Tiens, je suis invitée à une soirée sponsor, comment je m'habille ?» Je dis « Mais maintenant, je suis coach en image. » Bon, ça me fait à moitié rire parce que vous avez bien compris que c'était une question que j'avais des jeunes filles et non des jeunes hommes. Est-ce qu'on les coach différemment? On s'est posé la question avec mon collaborateur récemment. Nous, on coach un être humain. On coach une personne. Donc, que ça soit un homme, une femme, non-genré, peu importe, on va coacher quelqu'un avec sa personnalité et son ambition. Par contre, il est vrai que les sportives, on en avait en préparant le podcast, sur les disparités un peu salariales, mais qui, suivant les disciplines, se rejoignent. Ça bouge. Mais clairement, dans les sports co, la plupart des salaires masculins sont bien plus élevés que les salaires féminins. Moi, j'ai beaucoup de sport co où elles sont en difficulté pour pouvoir manger sur place le midi parce qu'il y a le self pour les hommes, mais peu pour les femmes. Elles accèdent au staff sans que ce soit péjoratif, mais amateur et non jamais au staff des pros. Donc, kiné, diététicien, préparateur physique. Enfin, c'est plus l'accès et après, ça évolue parce que le temps d'écran est en train d'évoluer suivant les disciplines. On reste optimiste, mais aujourd'hui, il y a des questions qui se posent, mais je pense plus large que les sportives. Même des femmes que je coach, elles se posent des questions que certains hommes ne se posent pas. Oui, bien évidemment. Je pense qu'il y a du positif à tirer de tout ça. Moi, je prends l'exemple de la natation. Honnêtement, en termes salarial, vu que c'est un sport individuel, je précise bien sur ce terme-là parce que je pense que les plus grosses disparités, c'est sur les sports co. Et nous, on va avoir... Alors, notre principale source de revenus, on la doit aux sponsors et aux mécènes. Donc, on va sortir une campagne, etc. Et on va avoir la même rémunération qu'un sportif. Ça, il n'y a pas de souci. Et justement, ça peut, des fois même, on peut partir dans les vices. Ça peut plutôt être bien vu dans les entreprises d'avoir le fait qu'on suive une sportive, quoi. On sponsorise une sportive féminine. Mais oui, je pense que dans les sports co, moi, j'ai été habituée à être dans des classes horaires aménagées, donc à être en contact avec d'autres sportives de sport collectif. Et c'est vrai que, en fait, elles doivent se débrouiller. Vraiment, rien n'est mis en place pour qu'elle puisse être vraiment accompagnée. Et enfin, moi, je reprends l'exemple d'une footballeuse. Donc on avait cours toute la journée. Il fallait qu'elle reparte vite à l'entraînement pour faire son entraînement entre midi et 2. Et entre-temps, il fallait que le soir, elle retourne chez le kiné à 20h30. Mais c'était le kiné qu'elle avait à côté de chez elle parce que ils font pas venir des kinés pour les féminines. Et ouais, c'est quand même assez aberrant d'en être là. Mais voilà, je pense que aussi, comme Cindy l'a dit, il y a du plus. Et même quand on regarde maintenant toutes les règles qui sont mises en place par rapport au fait d'être enceinte pour les femmes, il y a toutes ces choses-là qui sont mises maintenant dans les contrats. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment bien. Ça évolue. Et surtout, moi, ce sera un petit message à relayer, mais j'ai vraiment confiance en cette nouvelle génération d'hommes qui sont vraiment nos alliés. Je trouve que les hommes sont aujourd'hui, ils sont vraiment des vrais leviers pour qu'il y ait cette équité entre les femmes sportives et les hommes sportifs. Il y a en effet tout ce qui est mécénat, sponsoring, ils vont pas enlever un 0 parce que vous êtes une femme. Enfin, ça on le voit très peu. Et c'est aussi à toutes les sportives et les sportifs de nous mettre sur ce pied d'égalité aujourd'hui. Totalement. Et je pense que plus on va les éduquer tôt, mieux ça va se transmettre de génération en génération, tout simplement parce que ça va être quelque chose d'inné. De toute façon, la génération qui arrive a déjà ça en elle. Voilà. Et Cindy, comment est-ce que vous faites concrètement pour accompagner les femmes dans les problématiques, par exemple les menstruations dans le sport ou le manque d'argent ou tous ces aspects qui peuvent être négatifs?
Alors, on les questionne. C'est par exemple, un jour, une sportive dans un sport co avait une baisse de performance. Comme ça arrive hein, de temps en temps. Et moi, mon travail, c'est de lui poser plein de questions et d'évaluer peut-être d'où était la problématique. Et on balaye un peu tout. Et à un moment donné, me vient en tête au fait, est-ce que tu étais en période de règles? Et elle me dit, ah oui. Et j'ai dit, écoute, discute avec le staff, va voir peut-être une gynéco. Et cette sportive subit de l'endométriose. Donc, c'est qu'en fait, même nous, inconsciemment, des fois, et pourtant je suis une femme, hein, mais on a plus tendance à avoir occulté ça, alors qu'on sait que quelques jours avant, quelques jours après, ça peut avoir un réel impact. Donc, lever les tabous. Voilà comment je fais. Je pose les questions comme on pourrait poser une question tout à fait autre. Et aussi le manque d'argent, par exemple, dans le sport féminin, les problématiques que les athlètes rencontrent. Alors moi, je leur conseille de s'entourer quand c'est possible parce que c'est pas mon job d'être, comment on appelle ça, agent. Par contre, des fois, je me mets en relation avec les agents. Je les incite à bien s'entourer, arrêter de se sous-évaluer, à se vendre autant que quelqu'un d'autre pourrait se vendre. Récemment, il y a eu l'exemple de financièrement combien je pourrais monnayer le fait d'être présent à un événement. Écoute, des fois, il y a des personnes qui sont juste des influenceurs. C'est peut-être la mode, mais ils apportent qu'une influence et un nombre de followers. Toi, t'apportes ton expérience, t'apportes un modèle. Demande combien est payé l'influenceur et pourquoi tu serais payé moins, en fait. Tu vaux moins. Donc, je les incite à comparer, à faire une sorte d'étude de marché et hors de question de se dévaloriser, en fait. Totalement. Et je pense que l'importance de s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment crucial. Moi, je suis très fière de mes partenaires et je pense que, en fait, ça s'est fait naturellement parce que j'ai présenté les choses avec le plus de transparence possible. Et finalement, en fait, ça s'est fait naturellement que je puisse m'entourer de très bonnes personnes et de personnes qui comprennent et qui sont vraiment engagées dans le sport et qui sont pas là à donner un chèque pour défiscaliser derrière, en fait. Vraiment, c'est pas du tout ça. Et enfin, je rebondis sur ce que Sydney a dit, l'importance de s'entourer des bonnes personnes, tout simplement. Et Madelon, justement, comment la question des menstruations est prise dans la natation? Alors, dans la natation, c'est vrai que, en fait, moi, je me suis jamais vraiment posé la question parce que pour moi, c'était quelque chose de normal, alors qu'il y a rien de normal, hein. On est différentes des hommes là-dessus. Et c'est des choses à prendre en compte. Mais par exemple, là, dans les fédérations françaises, notamment des sports individuels, ils ont créé un partenariat avec tout le protocole Empower. Donc, en fait, ça nous a permis d'analyser nos cycles menstruels et de voir quel impact il pouvait avoir sur nos performances. Donc voilà, c'est sur des suivis de au moins minimum 3 à 4 cycles. Donc c'est vrai que ça a pas forcément, on n'a pas forcément mis des choses en place dans mon entraînement pour que ça ait moins d'impact sur mes performances, etc. Mais au moins je savais que à tel moment et tel moment. Et mine de rien, c'est quelque chose où psychologiquement, je vais pouvoir prendre du recul et ok, c'est comme ça. Pendant cette période-là, je serai pas au max de ma forme, mais c'est comme ça et tant pis, c'est pas grave. Et mine de rien, en acceptant ça, je pense que c'est aussi le pas vers la performance, mine de rien, parce que c'est en se ressassant, en se disant punaise, j'ai raté mon entraînement et toute la semaine ça va être comme ça. C'est en restant dans cette spirale de négativité que finalement rien de bon ne va sortir. Alors qu'en prenant ce recul-là, en faisant les entraînements, parce que moi j'ai pas du tout eu d'adaptation sur mes entraînements, en faisant les entraînements comme il le fallait, mais en prenant du recul psychologiquement, je pense que ça a vraiment changé les choses. Mais est-ce qu'on arrive à en parler, par exemple, à ses entraîneurs, si on a des douleurs ou des choses comme ça? Est-ce qu'on arrive? Alors, je pense que moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je suis quelqu'un de très nature, donc je dis les choses, je pense. Même depuis que je suis petite, j'ai pas eu de honte à en parler. Enfin, vraiment, parce que c'est comme ça, c'est la nature, enfin, voilà. Donc, personnellement, non, mais je sais qu'il y a plein de copines dans la natation, surtout la natation. Oui, on est en maillot, c'est quelque chose, on sort de l'eau, tout de suite, il y a une tache de sang, c'est oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser? Tout de suite, c'est la honte. Il y a rien de honteux. Vraiment, c'est la nature. Oui, moi je l'ai déjà entendu. Hein, j'ai été dans des staffs où j'ai entendu des entraîneurs hommes elles vont pas nous faire suer avec leurs problèmes de bonne femme. Ah oui, mais bien sûr, voilà. C'est comme t'as tes règles aujourd'hui ou quoi? Ce genre de phrase, on ne devrait plus l'entendre, en fait, clairement. Donc, il y a des adaptations parce qu'il y a les sports individuels, mais j'ai des sportifs aussi en sport co qui sont rentrés dans des études scientifiques actuellement. Ils individualisent, les préparateurs physiques en tiennent compte, alléluia. Et bon, des fois, ça tombe mal, mais comme une casse de matériel, on a entendu des fois des sportifs dire, les sportifs commentant en disant, aujourd'hui, c'était pas votre jour. Non, j'avais mes règles et ça tombait mal. Et en effet, j'avançais pas, j'avais une mauvaise sensation parce que c'est comme ça.
Et c'est bien, justement, de lever ce tabou-là. Et c'est en ayant on revient sur cette notion d'ambassadrice, en ayant des ambassadrices comme ça, sportives féminines, qui arrivent à en parler. Je pense à une nageuse chinoise aux Jeux Olympiques qui avait raté sa série. Enfin, elle est très connue, cette vidéo. Et voilà, mais du coup, moi, je crois que je l'ai vue très jeune, cette vidéo. Pour moi, c'était OK, c'est normal, en fait. Et plus on va éduquer les jeunes filles tôt et pas mettre de tabou sur ce genre de sujet, pas mettre de honte, pas rien mettre du tout. Je pense que ça peut aller que vers le positif. Madelon, on a vu que malheureusement, tu t'es blessée récemment. Comment gères-tu les blessures en tant qu'athlète de haut niveau ? Déjà, il faut savoir que la blessure, c'est un peu un passage inévitable d'une carrière de sportif de haut niveau. Je doute vraiment de connaître quelqu'un qui n'a pas connu de blessure. Donc on le sait, et c'est là aussi où il y a ce levier-là en préparation mentale du scénario catastrophe. La blessure en fait partie, forcément. Donc c'est quelque chose qu'on anticipe, mais forcément quand ça arrive, on n'est pas du tout prêt, hein, comme d'habitude. Mais en fait, c'est de l'acceptation, et de toute manière, on n'y peut rien. On n'y peut rien, et c'est souvent... Après, je pense qu'il faut quand même savoir d'où ça vient et de comprendre pourquoi ça s'est arrivé. Souvent, ça a aussi des facteurs psychologiques, parce qu'on se sent pas bien, parce que en ce moment, on est un peu débordé. Enfin, vraiment, le corps répond. Et je m'en rends compte vraiment tellement plus maintenant. Et j'aurais voulu avoir ce déclic un peu plus tôt. C'est qu'il faut s'apprendre à s'écouter aussi. Et le corps répond tout simplement. Il y aura toujours des impacts, en fait. Alors, pour rebondir, en effet, on les prépare. Alors, le mot, on prépare jamais directement quelqu'un à se blesser, soyons clairs. Par contre, en ayant renforcé sa confiance, le sens, son projet, ses doubles, ses triples projets, en abordant le fait que des fois on peut être ralenti dans nos performances, qu'on peut avoir mal, on les prépare un petit peu. Bien sûr, quand on a mal et qu'on est stoppé ou ralenti dans nos carrières, ça vient nous impacter, et encore une fois, on est des humains. Par contre, s'ils ont eu aucun suivi, la chute est plus brutale, ça c'est sûr. Puis après, quand on chute, il faut se relever. Donc, c'est sûr que d'être accompagné, on descend un peu moins bas et on se relève plus vite. Et surtout, sans séquelles. Parce que la blessure, là où elle est problématique, j'ai fait mon mémoire là-dessus, de Master 2, c'est que c'est bien souvent dans la transition pour certains sportifs où ils vont arriver à l'accession du haut niveau ou professionnel. On sait qu'elle est un peu plus impactante potentiellement à ce moment-là, et qu'on peut en faire derrière des traumatismes, un stress post-traumatique. On peut enchaîner les blessures suite à un mauvais poste ou à des mauvais choix ou à des problématiques ou à des mauvais soins. Là, l'exemple de la commotion cérébrale chez le sportif, il s'est quand même retrouvé inanimé par terre. On l'a laissé se relever et reprendre le match. J'étais folle. J'ai dit, mais comment on laisse, et à haut niveau, hein, comment on laisse encore des choses se passer comme celle-ci? Donc, oui, la blessure, ça fait partie du sport, de la vie. Mais qui c'est qui sait pas casser un petit truc, fait mal à la cheville, à l'épaule. C'est toujours compliqué pour tout le monde d'avoir mal, d'avoir notre corps qui nous fait mal, qui nous challenge. Par contre, on a plein de techniques, de la compréhension, comme dit Madelon, ça, certes, il y a des fois des compréhensions à avoir. Et des fois, il y a aussi des leviers pour que ça aille plus vite et mieux. Je pense à des ligaments croisés, des techniques d'imagerie pour gagner en extension et en flexion, réduire la diminution de la masse musculaire, se revoir courir, ne serait-ce que pour le moral, s'imaginer faire des matchs quand on est prêt à revoir ça, c'est un moyen de limiter l'impact à court, moyen et long terme de la blessure sur la performance, mais le bien-être. Donc vous, c'est plutôt en laissant les athlètes se confier à vous que vous arrivez à les faire passer cet obstacle. Alors, des fois, ils veulent pas aborder le sujet. Ça m'est arrivé d'avoir des sportifs qui cachaient leurs blessures, mais j'avais l'info par le kiné, l'entraîneur, le copain, la copine. Mais parce que c'est compliqué d'avoir mal. C'est compliqué quand vous êtes proche d'une sélection ou que vous entraînez depuis des années et qu'on vous a fait croire que c'était votre rêve aussi. Hein. Mais comme quelqu'un qui aurait son grand oral du bac et qui arriverait avec les béquilles. Ça va se dire, mais mince, j'y vais en béquille, c'est bête. Bah non, va falloir t'adapter. Peut-être que tu vas t'asseoir au lieu de passer debout. C'est pas que se confier, notre métier, c'est beaucoup d'entretien, c'est spécifique, de compréhension. Il y a des théories à analyser, en fait. C'est-à-dire que si le sportif, il se blesse tout le temps lors d'un événement important, c'est peut-être qu'il y a potentiellement des enjeux. Et on va renforcer sa capacité à gérer la pression, le stress, pour éviter que potentiellement il somatise. Et à sa propre échelle, comment pensez-vous qu'une athlète peut contribuer à promouvoir l'égalité homme-femme dans le sport ? En étant elle-même ? Oui, je pense tout simplement. La transparence et rester humble tout de même, parce que voilà, on est des humains, on est des êtres normaux, tout simplement. Certes, on a un quotidien qui est pas comme les autres, mais je pense que c'est ça qui va peut-être plus toucher les gens.
c'est que on est normaux en fait, et on parle normalement et on est accessible et on n'a pas peur de s'exposer. Enfin, on l'entend souvent. Ça va être t'as de la chance, tu fais du sport de haut niveau ou c'est quelque chose qu'on l'entend quand même. Pardon, je déteste cette phrase. Ouais. Vraiment, et c'est pas de chance. Mais c'est en fait, pas de la chance. Bien sûr que non. La personne, elle travaille, elle fait des sacrifices. Combien d'anniversaires as-tu manqué, Madelon ? Oui, bien sûr. Voilà. Non mais oui. Après, au-delà des sacrifices, moi, j'ai jamais vraiment perçu comme des sacrifices parce que c'était mon objectif, c'était mon projet et j'étais en phase avec moi-même là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, on aspire à d'autres choses. On aspire à faire des restos le soir en semaine. J'ai jamais connu ça, vraiment. On aspire à aller boire un verre, même sans parler d'alcool. C'est se retrouver le soir. Même des fois, mes seuls jours de repos, c'était le samedi après-midi et le dimanche. Et j'étais tellement KO pour faire quelque chose que du coup, je faisais plus rien de mon week-end. En fait, c'est ça, c'est que même dans nos temps de repos, on l'utilise pour faire des grosses siestes. De la récupération. Ouais, exactement. Et la blessure, pour rebondir sur le côté positif, potentiellement, des fois, des blessures, c'est que ça laisse le temps aux sportives et aux sportifs. Alors, différemment, parce qu'ils courent les kinés, les médecins, etc. Ils ont quand même des douleurs à gérer. Mais c'est aussi pour ça que c'était une bonne porte d'entrée de préparation mentale. C'est que bien souvent, ils se retrouvaient à avoir le temps de se poser, tiens, je me suis jamais questionné sur ma concentration, ma confiance en moi. Je vais peut-être avoir le temps d'aller voir des copains cet après-midi qui sortent de leur travail. Je vais peut-être pouvoir le temps d'apprendre le mandarin, l'anglais. Ça laisse la possibilité d'exister autrement que par la performance sportive. Oui, je voulais en parler justement tout à l'heure et je pense que c'est des cycles en fait finalement. C'est un cycle où on va pas pouvoir pratiquer sportivement. Mais moi je me rappelle après ma blessure à l'épaule fin 2022, j'étais tellement gonflée à bloc après parce qu'on n'avait qu'une envie, c'était de reprendre parce que forcément au début on subit un peu la chose et après on se reconstruit et finalement moi j'avais la rééducation, etc. Et en fait quand j'ai pu reprendre la natation, je pense que rien ne pouvait m'arrêter, vraiment. Et mine de rien en fait c'est un coup de down qui m'a permis d'aller un peu plus haut et souvent on le dit que là j'ai été malade ou j'ai eu une blessure, derrière je suis revenue encore plus fort. C'est un peu la phrase bateau mais finalement des fois c'est souvent ce qui se passe. C'est une réalité. Ayant fait mon mémoire sur la blessure, forcément, j'ai beaucoup de sportifs qui sont arrivés par cette porte d'entrée, mais avec qui je travaille toujours et qui aujourd'hui ne sont plus blessés. Et dans les phases très très délicates, des fois, ils nous appellent, ils sont mal, mais on n'a rien à dire. On n'a pas de baguette magique. Ils sont tellement mal que, mis à part les écouter, et c'est suffisant en fait. Même pour eux, le moindre mot qui va sortir de notre bouche, ce sera inadapté à leurs besoins à ce moment-là. Donc, c'est que de l'écoute pendant une certaine phase, bien évidemment. Quand ils commencent à aller un peu mieux, des fois, je leur rappelle, je leur dis « Ok, là, c'est dur. Mais rappelle-toi d'autres situations, parce qu'ils ont déjà vécu des situations personnelles, scolaires, sociales ou autres. Rappelle-toi que après une phase de bas, il y a toujours du mieux. Et on sent que dans leur personnalité, dans leur fonctionnement, ils ont acquis une maturité. Je vous donnerai au défi de donner un âge à la plupart des sportifs jeunes avec qui je collabore aujourd'hui, certains qui ont 17, 18, 20, 21, parce qu'en fait, ils ont une maturité des fois de 30, 35 ans sur une personne qui n'aurait pas fait de sport, en fait. Ils ont tellement vécu de choses qu'ils ont forcément capitalisé dessus. Tu parlais de baguette magique tout à l'heure. Si je peux rebondir dessus, en fait, la préparation mentale, faut pas croire qu'on va nous donner des solutions. Vraiment pas. En fait, ça va juste être du questionnement. Mais du questionnement bien placé pour que nous-mêmes, on trouve les solutions et pour que nous-mêmes, on déclenche ces leviers-là, en fait. Oui, après, il y a ce qui est à la mode, les outils. Dans tout métier, là, on pourrait vulgariser le métier de journaliste, on pourrait vulgariser les rôles d'un président d'une association. On parle toujours de ce qui est facile à évoquer, en fait. Mais oui, on peut faire de l'imagerie mentale, on peut fixer des objectifs, mais c'est bien plus complexe que ça et ça serait dommage de l'enfermer à ça. Honnêtement, des vraies séances de préparation mentale avec vraiment des exercices que tu m'as donnés, j'en vois très peu qu'on ait fait ensemble. En fait, c'est ça. Si au début, mais tu t'en souviens plus. En fait, au début, on pose les bases d'une routine de performance, c'est l'échauffement mental, où là, on doit retrouver des phases de relaxation, on doit les retrouver, ou d'activation. Mais dans ces phases de relaxation, il y a 1 milliard de techniques, et le sportif ou la sportive peut dire, je préfère la musique, ou je préfère papoter avec tout le monde, et ça peut faire la phase de relaxation. La phase de visualisation, ça se travaille, mais c'est au début, une fois que c'est acquis, on ajuste tout ça. Oui, en effet. Sur un travail de base, c'est très pratico-pratique et on sort la petite boîte à outils pour renforcer, mais quand ils sont jeunes. Après, aujourd'hui, c'est des entretiens de tiens, je me suis rendu compte que j'étais pas assez décisif à la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que c'est être décisif ?
pourquoi potentiellement t'étais pas décisif, qu'est-ce qui s'est passé dans cet environnement récemment, et est-ce que t'as envie d'être plus décisif. Enfin, il y a des sujets toutes les semaines en fait. Oui, et puis même si on n'a pas les solutions tout de suite, c'est après les séances ou entre les séances qu'on va cogiter de nous-mêmes en fait. Oui, les choses elles vont pas forcément se montrer ou se dresser pendant la séance, et je laisse les sportifs lui dire tu me fais une régulation ou tu me tiens au courant dans la semaine, on s'appelle, ils me font des vocaux pour dire tiens j'ai testé ça, ça me va bien, ou j'ai testé ça et en fait non, on était sur autre chose et on va là-dessus. C'est comme si on résumait la préparation physique à des squats et des développés couchés. Je pense que mes collègues préparateurs physiques nous détesteraient. Et comment ça se fait que à l'heure actuelle, cet aspect mental est pas assez pris au sérieux dans les clubs, dans les autres infrastructures? Alors, il y a une histoire de quantité. Vous regardez le nombre de STAPS en France, dans la plupart des grandes villes et des secondes villes, on va dire, il y a des STAPS. Des STAPS, vous allez retrouver la prépa physique. Par contre, la prépa mentale, je vous dis, il y en a 1 ou 2. Donc déjà, on est 19, 20, voire 40 à sortir chaque année, là où il y a plus d'une centaine de préparateurs physiques. Il y a aussi le deuxième sujet, c'est la peur de perdre le contrôle sur l'athlète. Mais qu'est-ce qu'il va dire à mon sportif ou à ma sportive, je sais pas ce qu'il va lui raconter. Il y a la peur bien souvent que on vienne sur le champ technique. Mais moi j'ai jamais appris un sportif à tirer à l'arc, ni à marquer des buts au foot, et encore moins à nager. Et c'est pas du tout notre domaine. Moi je me mets toujours sur c'est ta discipline, parlement. Bien évidemment. Donc je pense qu'il y a la peur de perdre le contrôle de certains entraîneurs. Il y a le manque d'information. Aujourd'hui, demain, après tes études de journaliste, tu peux te dire coach mental si tu le souhaites. C'est possible. Il y a aucune protection du titre. C'est à peu près le cas pour les préparateurs physiques. Pour avoir une carte professionnelle, il leur faut un bac +5. Mais si on va dans le coaching sportif, vous pouvez avoir un BPGEPS, un DUST, métier de la forme, et vous coachez du grand public. Mais rien vous interdit d'aller coacher un joueur du circuit professionnel au tennis, par exemple. La seule limite, ça sera la performance, la compétence et les assurances. Ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que on a du retard, comme sur beaucoup de choses en France. C'est comme la santé mentale, c'était très tabou dans les entreprises, le postpartum pour les grossesses. Enfin, c'est en train d'évoluer. Moi, je suis ultra positive là-dessus. Je trouve que ça évolue bien plus vite que ce que j'avais imaginé, d'ailleurs. Oui, en vrai, il y a de l'évolution et je pense qu'il y a quand même du positif à en tirer. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, il y a du retard. Ah oui, mais considérable. C'est pour ça que sur Toulouse, on intervient et on propose d'intervenir dans les clubs. Et même au niveau loisir, en fait. Parce que, en fait, même quand on va faire du badminton en loisir, on a le droit de se fixer des bons objectifs et d'être content de soi, en fait. Ah, mais bien sûr. Et puis même au-delà de la préparation mentale, il y a aussi un peu cet aspect dans la société de je vais aller chez la psychologue, on va prendre on est fou. En fait, on va être considéré comme un fou d'aller chez le psychologue parce qu'on a des problèmes, alors qu'on n'a pas forcément des problèmes. En fait, c'est juste pour être plus aligné avec soi-même et plus ok avec ses choix, en fait, et se connaître aussi soi-même de façon meilleure. Je prends toujours cet exemple. Demain, vous glissez dans vos escaliers, vous vous cassez la jambe. Vous allez voir votre médecin. Vous allez aller faire une radio, peu importe, identifier la cause de la blessure, et vous allez faire de la kiné. Vous allez rééduquer votre corps. Par contre, votre tête, comment elle va être rééduquée? Et je peux vous assurer que j'ai un nombre incalculable de personnes qui se sont fait mal en escalade, en randonnée, qui ont glissé dans leurs escaliers et qui déclenchent des stress post-traumatiques parce que on a refermé la blessure physique, mais jamais ou trop peu la blessure psychologique. Ouais, et puis en parallèle de ça aussi, c'est qu'on va considérer une blessure physique et on va pas considérer une blessure mentale, alors que c'est même plus important. Je suis désolée, c'est quelque chose qui met tellement plus de temps. En fait, moi, je me suis fait une grosse blessure à l'épaule. Derrière 1 mois et demi de rééducation, hop, j'essaie de retourner dans l'eau. Je réapprends à nager un peu. J'ai retrouvé vite mon niveau. Une blessure mentale, je pense que là, il y a un gros travail à faire. Et quand on arrive vraiment à une cassure et une blessure mentale, c'est que déjà on est allé trop loin. Et en fait, c'est quelque chose qui est pas considéré dans le milieu du sport. Et c'est pas quelque chose qu'on va prendre en compte. Et c'est en fait, c'est comme si c'était une marque de faiblesse, alors que une blessure à l'épaule, ça peut être considéré en fait. Bien sûr. Ça évolue. Aujourd'hui, on entend plus je vais voir quelqu'un plutôt que je vais voir une psychologue. Pourtant, je pense que si toute la population allait voir mes collègues psychologues, ça ferait du bien à tout le monde. Mais oui, mais ne serait-ce qu'une séance ou 2. Hein. Ah oui. Honnêtement, vraiment, je pense qu'il ne faut pas avoir des problèmes pour aller voir une psy. Hein. Vraiment. Non, la clé de l'épanouissement en général et forcément de la performance, c'est de se connaître, savoir où sont ses propres limites et être aligné avec soi-même. Et pour ça,
désolée, mais on est dans une société où il y a quand même beaucoup de stress, beaucoup d'injonctions d'être une femme brillante et jolie, comme on entend de temps en temps. Et du coup, de pouvoir poser les choses avec des professionnels qui vont des fois pouvoir vous dire mais ça c'est normal que tu déprimes parce que t'en as pour 6 mois ou 8 mois. Et puis même honnêtement, je ne connais pas quelqu'un qui pourrait s'en sortir seul. Vraiment, ou qui pourrait... Alors à court terme, sauf qu'après il y a des décompensations. C'est ça en fait que je veux. Pensées refoulées, voilà. C'est-à-dire que la personne elle va le mettre sous le tapis et un jour elle va glisser sur le tapis. Et j'ai souvenir d'une personne qui avait terminé sa carrière, parce que la préparation mentale, il y a la blessure, il y a l'optimisation, mais il y a aussi la gestion de fin de carrière. Et cette personne-là était passée par l'équipe nationale, notre chère et tendre équipe nationale qui est très brillante dans cette discipline-là. Et je vois cette personne s'effondrer face à moi, me dire, mais en fait, ça, si je l'avais su plus tôt, quelle carrière j'aurais pu faire? Alors, je l'ai stoppé. J'écoute. T'as une carrière honorable, est-ce que t'en es content? Oui. Allez, on stabilise un peu la chose. Je dis, mais aujourd'hui, par contre, si t'es là, c'est qu'il va falloir exister en dehors de ton sport qui est professionnel, où la personne avait gagné beaucoup d'argent, et même son équilibre dans son couple, vis-à-vis de ses amis. Il n'était plus la discipline, mais il était un homme. Et la gestion de fin de carrière, on le dit, c'est 3 ans à peu près avant. Sauf qu'on sait jamais quand on va s'arrêter, en fait. Ah ouais, non, pas du tout. Mais pas du tout. Et c'est pour ça qu'on vous saoule. Non, mais il peut arriver n'importe quoi. Et je pense que c'est quelque chose où il faut vraiment, vraiment être accompagné. Parce qu'en fait, on est tellement habitué toute notre vie à être sous adrénaline, sous dopamine, avec les entraînements, etc. On est tellement là à chercher on est des internels insatisfaits, hein. Vraiment, à chaque fois, on veut trouver plus, on veut chercher plus. Et c'est vrai que là, on arrive, enfin, je pense, dans le milieu normal, on va dire, enfin, pas sportif en tout cas, et on est perdu. On est vraiment perdu. Et pas forcément considéré d'ailleurs, parce que, on a fait une carrière sportive, on a peut-être mis de côté les études. Moi, c'était pas mon cas, mais j'imagine sur certains profils, ça a été le cas. On est perdu. Oui, et il y a des choses toutes bêtes, hein. Mais ils ont grandi, mais j'ai des jeunes entre 25 et 30 ans qui, tout bêtement, n'ont pas pris le temps d'avoir des relations amoureuses ou n'ont pas laissé cette place-là adolescent. Donc on retrouve un décalage avec la vie affective qu'un adulte lambda peut avoir à 25-30 ans, avec des sportifs qui sortent de leur carrière. Mais c'est que des anecdotes comme ça. Ou alors, j'ai des sportifs qui se sont retrouvés à avoir 30 ans et pas avoir un sou de côté, là où potentiellement, quand on travaille depuis quelques années, certains ont un petit pécule de côté et s'achètent leur premier bien. Oui, mais bien sûr. Et puis même, je rebondis sur la relation amoureuse. Cindy, qui peut comprendre? Honnêtement, quelqu'un qui ne vient pas du milieu du sport ne peut pas comprendre le fait qu'on soit tout le temps en compète, qu'on s'entraîne tout le temps H24 et qu'on n'ait pas forcément de temps à consacrer à une personne qu'on peut aimer, en fait. Bien sûr. Donc, du coup, ça les cloisonne dans un environnement où c'est les mêmes codes. On a le petit copain, la petite copine qui est dans un sport, pas forcément tout le temps le même. Et on boit, on mange, on dort sport, on dort performance. Et un jour, on en sort. Et c'est vrai que si on manque d'accompagnement et de ressources mentales, l'effondrement est présent. De toute façon, la notion de dépression, la définition, elle existe dans le DSM, c'est un manuel psychiatrique, elle existe pour tout le monde. Mais elle prend sa place aussi chez le sportif et la sportive. Bien évidemment, et bien plus qu'on ne le pense. Le podcast touche à sa fin. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé ? Je pense qu'on a été assez bavarde et on a pu exprimer tout ce qu'on voulait, je pense. Faire le mot de la fin positif. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Pour la suite, moi, je pense que là, j'ai subi mes 3 fractures de fatigue qui sont un peu arrivées à un moment où j'étais pas forcément très bien. Et donc, il a fallu me trouver des moyens de rebondir. Donc là, je suis à fond sur mes études. Et je pense qu'on peut me souhaiter déjà un bon rétablissement, parce que je mets tout en place là pour en rééducation avec des kinés. Et surtout, là, m'épanouir dans mes études et dans mon activité de micro-entrepreneur. Je vais te souhaiter de faire beaucoup de conférences auprès d'entreprises passionnées qui seront ravies d'avoir une femme accomplie et brillante à écouter lors de conférences. Et je le pense vraiment. Merci Cindy. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la préparation mentale se démocratise, qu'on laisse la place à des professionnels.
il y a plein de jeunes qui sortent diplômés et qui ont vraiment envie d'accompagner les sportifs. Donc, que ça vienne chez les tout pitchous à minimes, qu'on fasse de la préparation mentale, que nos sportifs, on leur lâche un petit peu la grappe et qu'on leur laisse être des femmes, qu'on les laisse être des sportifs de temps en temps, que les journalistes, et merci, je trouve que vos questions évoluent et qu'on met en avant d'autres choses. Donc, je vais souhaiter que les hommes soient nos alliés, c'est le cas, et je vais remercier cette génération parce que je pense que c'est tous ensemble qu'on va réussir à faire un monde meilleur et qu'on parle plus de cette égalité ni d'équité et que femmes, hommes, tout ce que l'on veut, on puisse être juste soi. C'est la fin de ce podcast. Merci à Madelon Catto et Cindy Laplace de s'être déplacés et merci à vous auditeurs et auditrices pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter et à en parler autour de vous. N'oubliez pas que chaque partage compte énormément. Ensemble, accélérons le changement au service des femmes et des initiatives existantes qui se veulent nombreuses, inspirantes et précieuses. On se retrouve le mois prochain, mais en attendant, rendez-vous sur notre compte Instagram Maison du Sport au Féminin et à très vite pour un nouvel épisode.